prochaine conférence, c'est l'efficacité et utilisation de l'azote, répercussions monétaires et environnementales. J'invite donc Mme Hélène Lapierre et M. Daniel Ouellette, tous deux chercheurs du Centre de recherche de développement sur le bovin laitier et le porc d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Hélène Lapierre et Daniel Ouellette sont chercheurs au Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc d'Agriculture et Agroalimentaire Canada situé à Sherbrooke. Leur recherche vise à améliorer l'efficacité du transfert de la protéine ingérée par la vache laitière en protéines de lait et par une meilleure connaissance du métabolisme intermédiaire, permettant ainsi de réduire les coûts d'alimentation de la vache laitière et les rejets azotés dans l'environnement sans diminuer la production laitière. Bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici ce matin avec vous pour vous présenter certains de nos résultats de recherche et de discuter avec vous comment l'intégration de ces résultats-là dans un contexte plus global va nous permettre de maximiser l'utilisation de l'azote, l'utilisation des protéines chez la vache laitière et quel va être l'impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur vos résultats financiers à la ferme. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour la belle invitation. Merci aussi à Alain Fournier et à Doris Pellerin pour leur aide pour préparer la présentation et aussi le texte, comme vous allez pouvoir le constater, qui est plus détaillé que la présentation parce qu'on est toujours un petit peu limité dans le temps quand on veut parler de ce qui nous passionne. Je vais aussi devoir zapper sur quelques diapositives là, pour entrer dans mon temps. Donc, traditionnellement, quand on voulait définir quels étaient les besoins, on variait l'alimentation. On regardait ce qui sortait en lait. Sans trop savoir ce qui se passait dans la vache, on définissait les besoins. La façon de procéder qu'on a développée, qu'on a adaptée au centre de recherche de Sherbrooke ou de Lennoxville, peut-être pour les plus anciens, c'est de suivre le trajet des aliments, des protéines des aliments, de l'ingestion jusqu'au lait. Donc, pour ce faire, on place des cathéters à l'entrée du système digestif, à la sortie du système digestif, à la sortie du fouet et à la sortie de la glande mammaire. Et ça nous permet de quantifier exactement le transit des acides aminés à travers les différents tissus. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut aller placer des canules à l'entrée de l'intestin et à la sortie du petit intestin. Et ça nous permet de mesurer ce qui a été digéré, ce qui est sorti de l'intestin et ce qui est disponible pour l'animal. Pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble dans la vraie vie, on voit ici des prélèvements de digesta, des prélèvements de sang, puis on voit qu'on peut faire ça sans aucune perturbation de l'animal. En théorie, là, équilibrer une ration, c'est pas compliqué. La première chose qu'on doit savoir, c'est vraiment connaître les besoins, puis ensuite, on balance une ration qui va rencontrer ces besoins-là le plus possible parce que tout excès, c'est du gaspillage, puis c'est ça qui va être rejeté dans l'environnement. Quand on parle de besoins, on a besoin de quantifier, on a besoin d'unités si on veut savoir de quoi on a besoin. Si on regarde de quoi la vache a besoin pour fabriquer des protéines, la première unité de base que la vache va utiliser pour fabriquer des protéines, ce sont les acides aminés qui circulent dans le sang. Donc, que ce soit au niveau de la glande mammaire ou les autres tissus, les acides aminés sont apportés par le sang, sont prélevés un à un par le tissu, par la glande mammaire, et sont ensuite rajoutés bout à bout pour fabriquer la protéine. Au niveau des acides aminés, la lysine, la méthionine et l'histidine sont les 3 acides aminés dont on parle le plus avec les rations qu'on alimente en Amérique du Nord parce que ce sont souvent ces acides aminés-là qui vont limiter la productivité de la vache laitière. Ces acides aminés-là qui sont transportés par le sang et qui vont dans les différents tissus, d'où ils viennent? Ils viennent de la protéine qui apparaît au petit intestin et qui est digérée. Différents modèles de formulation de ration vont estimer, vont calculer cette protéine qui va être digérée là et l'appellent la protéine métabolisable. J'aime beaucoup comparer les lettres aux acides aminés et les protéines à des mots. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, puis on peut écrire des romans fleuves avec ça. La vache, elle a 20 acides aminés, puis avec ça, elle peut écrire, fabriquer toutes les protéines dont elle a besoin. Mais attention, si on ne veut pas faire de faute d'orthographe, il faut le bon acide aminé au bon endroit, comme quand on écrit un mot. Si on regarde les sources de ces protéines-là qui vont être digérées, de ces protéines-là qui arrivent
à l'entrée du petit intestin. Premièrement, il y a les microbes qui grandissent dans le rumen, qui sont évacués et qui vont faire de la protéine. C'est une source très importante. Il y a plus que la moitié de la protéine qui est digérée, qui est apportée à la vache, qui provient de la synthèse microbienne. D'où l'importance de bien connaître la protéine dégradable, parce que c'est la protéine dégradable qui va nourrir les microbes. La protéine dégradable, elle ne nourrit pas la vache, elle nourrit les microbes. La deuxième source, c'est la protéine alimentaire non dégradée, donc qui ne va pas être dégradée, comme le dit son nom, par les microbes du rumen. Et la troisième source, ce sont les sécrétions endogènes. On va revenir sur cet aspect-là un petit peu plus loin. Et encore plus en amont, on a la protéine brute qui, elle, est nourrie à la vache. La protéine brute, elle va contribuer à l'alimentaire non dégradé, elle va contribuer à la synthèse microbienne, mais si on n'a que le chiffre de la protéine brute, on n'a aucune idée de la qualité nutritionnelle protéique de notre ration. De fait, la protéine brute, c'est seulement l'azote multiplié par 6,25. Des fois, il y a des gens qui me disent « Hélène, franchement, on aime quand même mieux la protéine brute parce que c'est une mesure directe, tandis que la protéine métabolisable, elle est estimée à partir des modèles. » Ma réponse classique, c'est « J'aime mieux être à peu près correct que prendre la chance d'être précisément dans le champ. » Donc, si on regarde les unités qu'on a besoin pour déterminer les besoins, l'unité de base, l'unité fondamentale, et c'est vraiment vers ça qu'on s'en va vers les modèles, ce sont les acides aminés individuels et le paramètre qui est juste un peu en amont, qui amène ces acides aminés individuels-là, c'est la protéine métabolisable, la protéine digérée. Maintenant qu'on sait comment les exprimer, on va voir c'est quoi ces besoins-là. Puis je vais essayer de vous montrer comment c'est important de comprendre ce qui se passe dans l'animal pour en arriver à une bonne estimation des besoins. Nous, à Lennoxville, on s'est dit, les besoins, ce qu'on a besoin de remplacer, c'est ce qui sort de la vache. Pour une vache qui n'est pas en gestation, pour simplifier la situation, puis qui n'est pas en croissance. Donc, c'est le lait. Ça, c'est facile à mesurer, tout le monde s'entend. Ensuite, on va avoir les phanères, qui sont les poils, la peau, les téguments, l'endogène fécal, l'endogène urinaire, et à ça, le NRC a ajouté l'endogène au niveau du duodénum. On parle beaucoup d'endogène, on va préciser ce paramètre-là un peu plus loin. Et à chacune de ces protéines-là qui sortent de l'animal, on attribue un facteur d'efficacité. Pourquoi un facteur d'efficacité? Si je reviens au schéma du système digestif qu'on avait, puis si on prend un acide aminé, par exemple la méthionine, on voit ici la méthionine qui est digérée et qui arrive au niveau du foie. C'est le premier organe qu'elle va rencontrer. L'activité intrinsèque du foie fait qu'il va y avoir un catabolisme de cette méthionine-là. Donc, la quantité de méthionine qui va être disponible pour tous les tissus, ce n'est pas la même quantité que celle qui est absorbée parce qu'on a une action métabolique au niveau du foie. Donc, il faut vraiment tenir en compte de cette efficacité-là parce que le foie, ce qu'il va faire avec l'azote de cette méthionine-là, par exemple, il va le transformer en urée, qui va être excrété dans l'urine ou qui va être recirculé au niveau du système digestif. Ici, pour donner une idée un petit peu, moi j'aime mieux avoir des chiffres, là, ça m'aide un peu. Donc, avec les estimations, les modèles actuels, si on regarde une vache qui pèse 700 kg, qui mange 27 kg de matière sèche, qui produit 45 kg de lait par jour, si on regarde par exemple ses besoins en protéines métabolisables pour faire du lait, en 45 kg par jour à 3 % de protéines, ça fait 1,35 kg de protéines par jour. Pour sortir 1,35 kg de protéines par jour, on divise par ce facteur d'efficacité-là moyen de 67 %, c'est-à-dire que la vache doit digérer 2 kg de protéines métabolisables pour rencontrer ses besoins de fabriquer 1,35 kg de lait. Les protéines endogènes, on a travaillé beaucoup avec Daniel là-dessus. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est que les parois du système digestif vont fabriquer plusieurs protéines, des cellules desquamées, par exemple par l'abrasion. Donc, il va y avoir des cellules de l'épithélium qui vont être remises en circulation avec le digestat à l'intérieur du système digestif, des enzymes, du mucus, de la bile. Alors, on voit que ça commence déjà dans la bouche, avec la salive, à travers tout l'estomac. Puis déjà, quand on arrive au début du petit intestin, on a déjà 15 à 20 % de la protéine qui est là, qui est juste la protéine que l'animal a fabriquée puis a remis en circulation. Le NRC considère que ça devrait être un besoin. Nous, on dit non. Si ça ne sort pas de l'animal, ça n'est pas un besoin. Par contre, on voit qu'à travers l'intestin, il va y avoir d'autres sécrétions, puis il y a une partie de ces sécrétions endogènes-là qui vont être absorbées. Ce qui fait que finalement, on va quand même avoir une partie
de sécrétion de gènes qu'on va retrouver dans les fesses. Ça, c'est un besoin. Ça, on a besoin de le remplacer parce qu'il sort de l'animal. On a travaillé beaucoup pour quantifier ces valeurs-là. La valeur qu'on a obtenue, c'est 19 grammes de protéines métabolisables par kilo de matière sèche ingérée. Il y a un peu plus le cheminement dans votre texte. Maintenant, si on compare, si on fait le résumé des besoins en protéines métabolisables, l'éphénère puis l'endogène au niveau urinaire, c'est relativement faible. On n'a pas vraiment examiné la question parce que, bon, on n'avait pas le temps puis on n'avait pas les sous. Par contre, au niveau de l'endogène fécal, ici, j'ai en jaune les besoins estimés par la dernière édition du NRC, qui est le National Research Council, et c'est le modèle qui a inspiré Valacta. Donc, il y a beaucoup de paramètres là, du programme de Valacta qui viennent du NRC. CNCPS, c'est le modèle de Cornell et notre mise à jour, ce qu'on propose. Donc, on voit qu'au niveau de l'endogène fécal, on est beaucoup plus bas. On n'inclut pas dans l'audio, ce qui fait qu'au total, on propose des besoins en protéines métabolisables plus faibles que ce qui est actuellement dans les modèles. Ça, c'est pour les protéines métabolisables. Si on regarde au niveau des acides aminés, il y a deux approches. Il y a une approche factorielle, qui est la première approche qui a été développée, où on détermine les besoins en pourcentage de la protéine métabolisable. C'est ce qui est utilisé, proposé par le NRC. Puis encore une fois, je vous invite à consulter votre guide pour en savoir un peu plus sur cette approche-là. Je vais plus élaborer sur l'approche factorielle parce qu'on s'en va vraiment vers cette approche-là où on veut déterminer les besoins pour chaque acide aminé en grammes par jour, un peu comme on le fait chez les monogastriques. Donc, l'approche factorielle a été d'abord utilisée, développée par le CNCPS. Je vais vous montrer un peu comment ils font, puis nous, ce qu'on propose de faire pour ajuster à ce qu'on appelle la réalité biologique. Donc, dans un premier temps, on a la protéine qui est sécrétée. Donc, on a notre 1,44 kg de lait, par exemple. Je vais focuser sur le lait. Les concentrations d'acides aminés, on doit les ajuster. Vous allez voir encore dans votre guide les ajustements qu'on propose pour que ça colle à la réalité biologique. Donc, on va avoir la composition du lait par rapport à la protéine vraie, l'endogène par rapport à ce sécrété dans l'intestin. Le point majeur, par exemple, c'est au niveau de l'efficacité. Vous voyez que le CNCPS utilise une efficacité de 100 %. Là, ils sont en train de travailler leur prochaine version. Ils vont venir sur ce point-là. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer comment c'est important de comprendre ce qui se passe avant de mettre des facteurs d'efficacité. Ça, c'est un projet qu'on a fait au centre de recherche. On a deux niveaux d'alimentation. Un niveau d'alimentation bas, PM bas, puis un niveau de protéines métabolisables élevé. En vert, on a la quantité de méthionine qui est absorbée. On voit que quand on donne plus de protéines métabolisables, il y en a plus qui est absorbé. Tout va bien. En orange, on voit l'extraction par le foie. On voit qu'il y a beaucoup plus d'extraction par le foie quand on est à une protéine métabolisable élevée qu'une protéine métabolisable qui est basse. Si on regarde ce qui est extrait par la glande mammaire, comparativement à ce qui va dans le lait, donc la colonne bleue par rapport à la colonne rouge, on voit que peu importe le niveau de protéines métabolisables qu'on donne, on a la même quantité qui est prélevée par la glande mammaire que ce qui va dans le lait. Ça ne veut pas dire qu'on a une efficacité de 100 % parce que pour la méthionine, ce n'est pas dans la glande mammaire que la perte se passe, c'est au niveau hépatique. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe pour être capable, après ça, de proposer des facteurs d'efficacité. Donc, le facteur d'efficacité de 100 % venait de cette observation-là qui était faite uniquement au niveau de la glande mammaire. Donc, le catabolisme il est géographique, si vous voulez. Dépendant des acides aminés, il se fait à différents endroits. Ce qui fait que pour l'efficacité de lactation, on ne peut pas prendre le ratio sortie en lait sur prélèvement mammaire. Et finalement, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser une efficacité combinée. Comme tout se passe au niveau de la méthionine, par exemple, du foie, on va prendre la même efficacité pour l'entretien et pour la lactation. Donc, si je vous mets ici en résumé les besoins pour la méthionine du CNCPS versus notre mise à jour, on voit que nos recommandations pour le lait sont beaucoup plus élevées, ce qui fait qu'au total, on est plus élevé. Et de façon intéressante et complètement sur une autre ligne de calcul, l'approche proportionnelle du NRC donne à peu près la même chose que nous. Là, ça veut dire, pourquoi pas prendre juste l'approche proportionnelle? On pense qu'à long terme, on va plus s'ajuster aux productions de la vache, au niveau de production de la vache avec l'approche factorielle. Rapidement, l'efficacité fixe, actuellement, si on regarde dans les modèles, encore une fois, c'est une expérience qu'on a fait au centre, quand on a un apport moyen, on voit en bleu, c'est ce que la vache a fait. En jaune, c'est ce qui est prédit par le NRC, puis en vert, c'est ce qui est prédit par le CNCPS. En moyenne, on n'est pas si mal.
Par contre, si on donne moins à la vache que ce qui est que ses besoins, la vache va faire pas mal plus que ce qui est calculé. Puis on voit le contraire quand on en donne beaucoup. Donc, encore une fois, je m'excuse, je vais aller vite ici. Les modèles, actuellement, ils ont un facteur d'efficacité fixe. C'est-à-dire que peu importe la quantité de protéines ou d'acides aminés qu'on donne, on considère que le retour en lait est toujours identique. Nous, ce qu'on dit, c'est biologiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Biologiquement, à mesure qu'on augmente la quantité d'un acide aminé ou de protéines qu'on donne, le retour en lait, il diminue. Donc, c'est vraiment un concept qu'on veut incorporer dans les prochains modèles. Donc, en résumé, pour les besoins, quand on veut exprimer les besoins, puis effectivement ensuite les apports, la protéine brute, on l'oublie. On a ce chiffre-là, on veut le diminuer parce que si on diminue, on augmente l'efficacité, mais de grâce, on n'équilibre pas les rations sur une base de protéines brutes parce que des fois, ça peut être pas si mal, des fois, ça peut être vraiment trompeur. La protéine dégradable, elle est importante, elle ne nourrit pas la vache, elle nourrit les microbes. On veut équilibrer sur une base de protéines métabolisables et, ultimement, on va aller sur une base d'acides aminés. Donc, notre défi, ça va être d'incorporer les efficacités variables dans les prochains modèles, mais on peut dire qu'actuellement, on a suffisamment de connaissances pour aller vers un modèle factoriel. Les travaux sont en cours, mais je pense on n'est pas obligé d'attendre que tout soit parfait pour commencer à équilibrer les rations pour les acides aminés. On a assez d'évidence pour dire que déjà, dès maintenant, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération pour améliorer l'efficacité de la ration. Et mon collègue Daniel va continuer en vous démontrant comment on peut maximiser l'utilisation avec des exemples réussis de cette diminution de la protéine servie et comment ça va affecter l'environnement et les résultats financiers. Merci. Merci, bonjour. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un exemple d'État de New York où 2 troupeaux ont vu leur ration reformulée pour diminuer la teneur en protéines brutes. Je vois que les lignes n'arrivent plus aux bons endroits. Donc, les rations étaient à 17,6 et elles ont été descendues à 16,5 en moyenne pour les troupeaux A et B. On voit que la production de lait a été augmentée dans le cas du premier troupeau malgré une diminution de la protéine brute lorsqu'on a ajouté pour les protéines métabolisables. Dans le cas du deuxième troupeau, par contre, il y a une diminution de la production de laitière qui a été observée. Cependant, les lignes rouges n'arrivent pas au bon endroit. Cependant, la protéine vraie, qui est l'avant-dernière ligne, a été augmentée dans le cas à la ration à la suite des changements de la formulation, ce qui fait que les solides totaux livrés ont été les mêmes dans le cas des deux troupeaux. L'azote, je vais reculer. L'azote uréique, quant à lui, comme on a moins de protéines brutes dans la ration, qu'on est arrivé plus proche des besoins, alors on a diminué de beaucoup l'urée dans le lait, qui est un indice là, si on veut, du gaspillage de notre azote alimentaire. Donc, on est passé d'un niveau de 15,7, par exemple, dans le premier troupeau, à une valeur de 12,3 à la fin de l'expérience. Puis, alors qu'au deuxième troupeau, on avait une valeur de 13,5 et on termine avec une valeur de 12 mg par décilitre, ce qui est dans les objectifs qu'on devrait viser. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'azote qui est arrivé dans l'animal? On note que au niveau du lait, les quantités d'azote sont sensiblement les mêmes, mais on se rappelle que c'est de la protéine vraie qui était augmentée dans le lait. Au niveau urinaire, c'est là qu'il y a le plus grand changement. On a une diminution importante de l'azote urinaire lorsqu'on réduit la protéine brute de la ration et qu'on se rapproche des besoins de l'animal. On parle ici de moins 18 et de moins 11 %. Ce qui est intéressant au niveau c'est les bénéfices, le coût de l'alimentation est réduit de 72 cents dans le premier cas et de 21 cents dans le deuxième troupeau. Donc. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple où on a plus balancé pour les acides aminés.
Donc, Hélène parlait tout à l'heure, la lysine, méthionine et l'histidine. Le protocole expérimental était d'avoir une diète adéquate en protéines métabolisables et d'avoir 3 autres diètes qui étaient déficientes en protéines métabolisables, mais dont on va corriger les acides aminés importants, lysine, méthionine, dans le cas de la première ration. C'est des acides aminés protégés de la dégradation du rumen, donc ils vont arriver directement au début de l'intestin pour être absorbés et produire de la protéine laitière. Donc, les déficiences étaient de plus de 300 grammes de protéines métabolisables par jour. Comme je vous disais, la première déficience était les 3 acides aminés étaient déficients. Dans le cas de la deuxième ration, on ajoutait lysine, méthionine sans corriger pour l'histidine, alors que dans la dernière ration, les 3 acides aminés étaient corrigés. Au niveau de la matière sèche, la première observation qui est importante, c'est que lorsque la ration est déficiente dans les 3 acides aminés, il y a une chute importante de la consommation, 1,5 kg de matière sèche par jour. Lorsqu'on ajoute la lysine méthionine protégée de la dégradation du rumen, il y a une compensation partielle de l'ingestion, on la restaure partiellement. Par contre, lorsque l'histidine est ajoutée aux 2 acides aminés, on récupère complètement la consommation à 24,3 kg. La production de lait a suivi exactement le même profil, c'est-à-dire une chute importante lorsque la ration est déficiente en protéines métabolisables, correction partielle lorsqu'on ajoute la lysine méthionine et restauration complète lorsqu'on a rajouté l'histidine à la ration. La production de protéines laitières a suivi la production laitière. L'urée dans le lait, qui est encore notre indice d'utilisation, d'efficacité d'utilisation de l'azote alimentaire. On est passé de 13 mg par décilitre dans le cas de la ration adéquate à autour de 10 pour les 2 premières rations déficientes et à 11 lorsqu'on a ajouté les 3 dernières acides aminés. C'est des niveaux très, très acceptables pour lesquels il y a un indice qui nous indique qu'on a peu gaspillé d'azote alimentaire. Donc, en tant qu'intervenant et producteur, on doit se poser la question maintenant, est-ce que je peux réduire la protéine brute de ma ration, mais m'approcher vraiment des besoins en protéines métabolisables? Par la suite, lorsqu'on a travaillé sur la protéine métabolisable globale, on regarde au niveau des acides aminés, particulièrement lysine, méthionine, comme le disait Hélène, et l'histidine, qui sont des acides aminés les plus limitants dans la ration qu'on sert ici en Amérique du Nord. L'histidine elle sera de plus en plus importante lorsqu'on descendra le niveau de protéines de la ration, parce qu'à ce moment-là, les bactéries qui arrivent à l'intestin vont représenter encore une plus grande portion de l'azote qui arrive pour être digéré, et puis les bactéries en sont faibles en histidine. Alors, il va falloir être vigilant sur ces rations-là. Et puis, il faut travailler en tant qu'intervenant à utiliser des ingrédients qui sont complémentaires. Par exemple, on sait que le tourteau de soya est riche en lysine, mais pauvre en méthionine. Le canola est une bonne source équilibrée de lysine méthionine. On peut penser aux acides aminés protégés, comme on l'a fait dans l'expérience que je vous ai présentée il y a quelques diapositives, mais il y a l'aspect économique qu'il faut bien tenir en compte si c'est efficace de l'utiliser. Réduire l'excès de protéines ou se rapprocher le plus possible de la protéine métabolisable, ça veut dire qu'on doit diminuer notre marge de sécurité. Pour ça, en tant que producteur, personne qui va avoir à faire l'alimentation, il faut être plus rigoureux. Donc, il y a certains critères qu'il faut s'appliquer. Il faut forcer à vérifier l'uniformité de la RTM qui va être servie. Faire le suivi journalier de la qualité des fourrages, particulièrement on pense à l'humidité lorsqu'on a des ensilages. Avoir des programmes d'échantillonnage, d'analyse de fourrage, des sous-produits rigoureux et réguliers. Réajuster à la vache type selon les analyses chimiques qui nous sont retournées des laboratoires pour être sûr qu'on va bien rencontrer les besoins de la vache. Noter les quantités qu'on offre aux animaux dans des registres pour être certain qu'on soigne assez les animaux. Et puis, faire aussi, comme je le disais, l'analyse de l'urée du lait, au moins individuellement chaque mois, puis
peut-être au réservoir là, à chaque livraison de lait. Lorsqu'on a un excès de protéines alimentaires, donc on parle de rejet dans l'environnement, les trois causes principales de rejet, les trois devenirs de l'azote qui va être rejeté sont la volatilisation, la dénitrification et le lessivage. Ici, on peut voir dans l'axe des Y, c'est le potentiel d'émission d'ammoniac des fesses et de l'urine. Lorsque une ration, par exemple, à 16,7 de protéines, qui est représentée par la ligne tracée par les points ouverts, alors si on regarde, lorsqu'on diminue la protéine de la ration à 14,8 dans cet exemple-là, ce qui est démontré par la ligne avec les points foncés, on a une diminution du potentiel d'émission d'ammoniac. Donc, on a, en fabriquant nos moulées avec moins d'azote, on contribue à améliorer le sort de l'environnement. Donc, si on parle d'efficacité de l'azote, l'an passé, en 2013, les troupeaux inscrits à Valacta qui produisaient 11 000 kg de lait par an avaient une efficacité de 29,8 %, c'est-à-dire la quantité d'azote ingérée par rapport à l'azote qui se retrouve dans le lait, on est à peu près 30 %. Les objectifs enviables qui seraient bons à rencontrer seraient d'avoir une efficacité de 32 à 35 %. Donc, pour pouvoir mesurer cette efficacité-là, on peut voir qu'ici, on a l'azote urinaire sur l'axe des Y et puis l'urée dans le lait. Comme les deux compartiments partagent le sang et qu'il y a un équilibre de l'urée qui voyage dans la circulation sanguine, on note qu'il y a une bonne relation étroite entre l'urée qu'on va perdre par l'urine et la concentration d'urée dans le lait. Donc, un surplus d'azote alimentaire, ça se perd dans l'urine. Et puis, des objectifs de troupeau pourraient être une réduction d'environ 15 % des déjections lorsque la ration est plus adéquate. Ici, on voit la relation entre l'urée dans le lait et le pourcentage de protéines de la ration. On voit que la relation est quand même assez linéaire. Et puis, les objectifs d'urée dans le lait qui pourraient vous permettre de réduire de savoir si on est dans le bon range de protéines dans notre ration, serait d'avoir des objectifs de 8 à 14 mg par décilitre comme valeur cible. Ici, c'est les facteurs qui peuvent faire varier l'urée dans le lait. J'attire votre attention tout de suite sur les deux derniers items parce que c'est les items pour lesquels les producteurs et les intervenants peuvent avoir une action quotidienne ou du moins à chaque fois qu'on rééquilibre les rations. C'est la quantité totale d'azote qu'on va fournir aux animaux et puis, comme le disait Hélène, la qualité de cet azote, la protéine qui va être dégradable et la protéine qui va être non dégradable. Aussi, ça se combine là, les hydrates de carbone non structuraux, c'est-à-dire l'énergie qui va permettre d'utiliser cet azote-là au niveau du rumen. Oh, pardon. Au niveau de l'impact économique maintenant, on a pris un modèle d'optimisation qui s'appelle N-Cycle avec l'aide de Doris Pellerin pour simuler l'effet de réduire la protéine métabolisable ou la protéine brute pour une ferme québécoise. Donc, dans un contexte de ferme québécoise, avec un troupeau de 87 vaches qui livrent plus de 6 800 hectolitres, corrigés à 4 3,4 % de protéines, avec des aliments simples et 2 groupes d'alimentation. Le but de la simulation était de réduire de moins 1,5 % de protéines brutes, passant de 14,4 à 15,9. Ici, on a fait 2 scénarios, c'est-à-dire selon le prix des concentrés, alors soit un prix moyen ou un prix élevé. On voit qu'avec un prix moyen des concentrés, les bénéfices sont quand même importants, à plus de 1 700 $ par an. Mais lorsque le prix des concentrés est élevé,
ce bénéfice-là augmente à plus de 4 000 par année. Le bilan azoté, bien sûr, s'en trouve réduit. Ici, on parle de plus de 1200 kg d'azote de moins. Et on améliore indirectement aussi le bilan du phosphore, aux environs à moins 40 grammes par année. Donc, en conclusion, comme le disait bien Hélène, les apports et les besoins, les connaissances sont assez avancées maintenant pour faire un pas à l'avant et formuler les diètes pour les protéines métabolisables et les acides aminés. Et puis ça, on peut le faire sans pénaliser la production laitière. Les modèles sont là, ils sont en constante évolution, ils ne sont pas parfaits, mais il est quand même démontré qu'on peut améliorer la production des vaches, améliorer l'efficacité alimentaire de celles-ci. Vous savez, l'urée dans le lait est un outil qui permet de suivre rapidement l'évolution de l'alimentation azotée de votre vache. Il y a des profits monétaires qui sont envisageables parce que la protéine, c'est l'aliment qui coûte le plus cher dans votre ration. Et puis, il y a des bénéfices aussi environnementaux où on réduit l'excrétion d'azote dans l'environnement. Alors, sur ce, Hélène et moi pourrons prendre quelques questions. Merci.